Chaque année, 450 avions sont mis à la retraite, mais derrière eux ne se cache pas un cimetière, plutôt une ressource de plusieurs milliards de dollars qui n'attend qu'à être récupérée. Au lieu d'être jeté, chaque appareil entre dans un processus industriel rigoureusement contrôlé où chaque composant est soigneusement démonté, trié et traité afin de récupérer des matériaux précieux. D'une machine complexe composée de millions de pièces, l'avion est progressivement transformé en un flux de matières propres et réutilisables qui apporte une valeur économique considérable à l'industrie manufacturière. Dans ce documentaire, Rejoignez Tout s'explique, alors que nous pénétrons à l'intérieur de gigantesques chaînes de traitement et explorons comment les humains manipulent un système mécanique colossal dans lequel chaque avion est démantelé, traité et renaît sous des formes que le grand public a rarement l'occasion de voir. Contrairement à une idée largement répandue, les avions ne sont pas immédiatement détruits dès leur retrait du service. Ils sont au contraire traités par étapes, chaque composant se voyant attribuer une valeur et une méthode de manipulation différentes. Pour cette raison, l'ensemble du processus de recyclage doit suivre une séquence strictement contrôlée, et ce, dès les toutes premières étapes. Le processus commence dans des centres de stockage d'aéronefs, où les avions retirés du service sont conservés dans des environnements secs afin de limiter la corrosion. Lorsque vient le moment du traitement, l'appareil est remorqué jusqu'à la zone de recyclage à l'aide d'équipements de remorquage aéronautique spécialisés. À ce stade, les techniciens procèdent à une inspection structurelle complète. Des panneaux d'accès sont ouverts pour examiner les sections internes de l'avion, une attention particulière étant portée aux composants critiques tels que la structure de la cellule. Sur la base de ces évaluations, les équipes d'ingénierie élaborent un plan de démontage détaillé pour chaque pièce. Avant de passer aux étapes suivantes, tous les systèmes embarqués doivent être entièrement désactivés. Les techniciens débranchent l'alimentation principale ainsi que toutes les sources d'alimentation de secours afin de s'assurer qu'aucun courant électrique ne subsiste dans le système. Toute charge résiduelle stockée dans les condensateurs est également déchargée afin d'éliminer le risque d'électrocution lors des manipulations. C'est une étape de sécurité obligatoire dans tous les processus industriels lourds. Une fois cette étape achevée, l'avion ne fonctionne plus comme un système intégré, mais se réduit à une grande structure métallique prête à être traitée. Avant tout démontage, la toute première étape consiste à retirer et à recueillir l'ensemble des fluides contenus dans l'appareil. De grands tuyaux sont raccordés directement au réservoir de carburant situé dans les ailes et le fuselage. Sous la force d'aspiration générée par des pompes industrielles, le carburant aviation est extrait et transféré dans des cuves de stockage scellées en vue d'une réutilisation ultérieure. L'ensemble de l'opération se déroule dans un système clos, équipé de capteurs qui surveillent en permanence les débits afin de prévenir tout débordement ou toute fuite à un quelconque moment du processus. Une fois le carburant retiré, c'est au tour du système hydraulique d'être traité. Des vannes de décharge sont ouvertes dans une séquence contrôlée afin de relâcher progressivement la pression à l'intérieur des conduites. Cette étape est cruciale, car les systèmes hydrauliques peuvent conserver une pression interne importante même après l'arrêt définitif de l'appareil. Lorsque la pression a été ramenée à un niveau sûr, le fluide hydraulique est extrait, garantissant qu'aucune force résiduelle ne reste piégée dans le système. Cette phase peut être comprise comme un processus complet de purge interne de l'avion. Si le moindre résidu de carburant ou la moindre pression interne subsistait, une simple étincelle pourrait suffire à déclencher un incident grave et potentiellement dangereux. Ce n'est qu'une fois l'appareil entièrement sécurisé, sans carburant, sans pression et sans matière dangereuse, que les étapes suivantes de démontage et de coupe du métal peuvent être réalisées en toute sécurité et dans des conditions contrôlées. Une fois l'appareil entièrement sécurisé, l'équipe technique commence à retirer les composants à haute valeur. Les moteurs sont généralement les premiers à être déposés. De gros boulons structurels sont desserrés à l'aide d'outils spécialisés, tandis qu'une crène soutient l'intégralité du poids du moteur pour éviter tout désalignement ou toute chute brutale. Une fois les dernières connexions libérées, le moteur est délicatement abaissé et déposé sur un support de transport. Il est ensuite envoyé pour inspection et remise en état, avec la possibilité d'être réutilisé sur d'autres avions ou adapté à des équipements et machines industrielles. Vient ensuite le retrait du tin d'atterrissage. Il s'agit de l'un des composants les plus lourds et les plus robustes structurellement de l'appareil, ce qui exige l'utilisation de vérins hydrauliques pour stabiliser la structure avant l'extraction des goupilles de rétention. Parallèlement, les systèmes électroniques comprenant les unités de navigation, les ordinateurs de vol et les modules de commande sont démontés pièce par pièce.
Tous les composants retirés font l'objet d'une inspection initiale, sont étiquetés pour identification, puis acheminés vers des zones de stockage. Dans bien des cas, les moteurs seuls peuvent représenter la majeure partie de la valeur résiduelle de l'appareil. Cette étape est essentielle pour préserver les actifs récupérables avant que l'appareil ne passe au démantèlement complet. Avant le début de la découpe structurelle, l'intégralité de l'intérieur de l'avion est entièrement démontée. Les techniciens retirent systématiquement des composants tels que les sièges passagers, les compartiments à bagages supérieurs, les panneaux intérieurs, les systèmes de câblage électrique et les matériaux d'isolation. Ces matériaux ne peuvent pas être traités avec les métaux lors de l'étape de broyage qui suit. Ils sont donc séparés dès le départ. Le processus de démontage se déroule section par section, en partant de la cabine passager et en progressant graduellement vers les compartiments techniques. Chaque couche interne est retirée, exposant peu à peu la structure métallique principale de l'appareil. À la fin de cette étape, l'espace intérieur est presque entièrement vide, ne laissant en place que la structure porteuse, prête pour la suite du traitement. Une fois l'intérieur entièrement vidé, la phase de découpe structurelle débute. Des pelles mécaniques équipées de cisailles hydrauliques sont positionnées autour de l'appareil. Elles saisissent fermement le fuselage et exécutent des cycles de découpe contrôlés. Les lames des cisailles pressent à travers le revêtement en aluminium et les cadres structurels internes par mouvements répétés, garantissant une opération stable et maîtrisée. Les ailes nécessitent une approche plus complexe en raison de leur épaisseur et de leur conception porteuse. Les cisailles hydrauliques sont positionnées à l'emplanture de l'aile où plusieurs cycles de découpe sont appliqués pour traverser les longerons principaux. Après séparation, les grandes sections telles que les ailes, l'empennage et le fuselage sont écartées et placées en blocs distincts. À ce stade, l'avion ne conserve plus sa forme d'origine et a été décomposé en sections plus faciles à manipuler, prêtes à être transférées vers l'étape suivante de broyage et de traitement des matériaux. Une fois le fuselage, les ailes et les autres grandes sections de l'appareil séparées, la phase initiale de réduction de taille commence directement pendant le démantèlement. Les pelles mécaniques équipées de grappins ou de cisailles hydrauliques ne se contentent pas de découper, elles compriment et brisent également les grandes structures métalliques en morceaux plus petits. À mesure que la force appliquée augmente, les panneaux d'aluminium et les cadres internes commencent à se plier, à se fissurer et à se briser en fragments plus maniables. Ces morceaux sont ensuite ramassés et chargés sur des camions pour être transportés vers les installations de recyclage. À l'usine de recyclage, le matériau n'est pas traité immédiatement. Il est introduit dans de grands systèmes industriels de broyage, généralement des broyeurs à usage intensif. Pendant le fonctionnement, des arbres rotatifs équipés de dents d'acier trempées saisissent, déchirent et fragmentent le métal en morceaux nettement plus petits qu'auparavant. L'ensemble du processus est continu, le matériau entrant par une extrémité et ressortant sous une forme réduite par la sortie d'évacuation. Après son passage dans le broyeur, le matériau mélangé est convoyé le long de lignes de tri. Un aimant de forte puissance positionné au-dessus du convoyeur extrait les métaux ferreux du flux. Le matériau restant traverse ensuite un système de séparation à courant de Foucault qui repousse et sépare l'aluminium du reste. Des capteurs supplémentaires permettent d'identifier et de trier d'autres métaux comme le cuivre ou le titane. Les matériaux non métalliques sont également retirés et dirigés vers des flux de traitement distincts. La ferraille d'acier triée n'est pas traitée sur place. Elle est chargée sur des camions de transport spécialisés et acheminée vers la zone de fusion. À ce stade, chaque camion est dirigé vers la zone de chargement, où d'imposants systèmes de grues industrielles prennent le relais. De gigantesques bennes preneuses sont abaissées, agrippent fermement des paquets de ferraille pesant plusieurs tonnes, puis les soulèvent du sol et les déplacent régulièrement vers l'ouverture du four. Une fois positionnée, la grue pivote avec précision et libère l'intégralité de la charge dans le four à arc électrique préalablement ouvert. Le choc du métal contre le métal produit un son sourd et résonnant, tandis que la ferraille tombe à l'intérieur, formant des piles superposées dans la chambre du four. Il ne s'agit pas d'une action unique, mais du cycle répété, garantissant que le four reçoit le volume de matière requis pour chaque coulée de fusion. Chaque mouvement est soigneusement contrôlé pour éviter toute surcharge ou répartition inégale à l'intérieur du four, deux situations qui pourraient directement affecter l'efficacité de la fusion lors de l'étape suivante. Lorsque le four atteint sa capacité cible, le système passe en phase de chauffage, durant laquelle l'énergie électrique sera convertie en énergie thermique extrêmement élevée, amorçant la transformation de l'acier solide en métal en fusion. Les grues soulèvent les charges individuelles de ferraille d'acier et les libèrent dans le four à arc électrique.
Une fois le four refermé, les électrodes sont abaissées tout près de la surface du métal et commencent à délivrer un courant d'électricité de haute intensité, générant un arc d'une énergie thermique extrême. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 3600 degrés Fahrenheit, ce qui permet à l'acier de chauffer rapidement. Dans un premier temps, la surface du métal devient rouge, puis se ramollit progressivement et commence à se fondre. À mesure que la température continue d'augmenter, l'ensemble de la masse solide passe à un état entièrement liquide. Tout au long du processus, de la matière supplémentaire est continuellement introduite dans le four pour maintenir un volume constant de métal en fusion. Une fois l'acier complètement fondu, la phase d'affinage commence. De la chaux et d'autres agents fluxants sont ajoutés pour se lier aux impuretés. Ces impuretés remontent à la surface, formant une couche de laitier. Le laitier est ensuite retiré du métal en fusion à l'aide d'équipements spécialisés. Des capteurs surveillent en continu à la fois la température et la composition chimique afin d'assurer un contrôle précis. Lorsque les spécifications requises sont atteintes, l'acier en fusion devient homogène et prêt pour l'étape suivante de mise en forme. À partir de fragments solides et irréguliers au départ, la matière a désormais été transformée en une masse propre et homogène d'acier en fusion, prête à être coulée. Immédiatement après l'affinage, l'acier en fusion n'est pas conservé longtemps dans le four. Il est versé à travers un système de coulée guidée. Le flux de métal en fusion s'écoule en continu dans des moules de coulée refroidis par circulation d'eau. Lorsque l'acier en fusion entre en contact avec le moule, la couche extérieure commence d'abord à se solidifier, formant une coque durcie autour du matériau. À l'intérieur, le métal reste à l'état liquide et continue d'avancer le long d'une série de rouleaux. Tout au long de ce processus, l'acier est à la fois transporté et progressivement refroidi, ce qui permet à l'ensemble de la masse de se solidifier de manière uniforme. Le flux continu d'acier est ensuite étiré sous forme de longues ébauches semi-finies, appelées billets ou brames, qui peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres. Les billets carrés sont généralement utilisés pour produire de l'acier de construction, tandis que les brames plates sont destinées au laminage en tôle ou en bobine. Une fois la longueur souhaitée atteinte, un système de coupe automatisé divise le matériau continu en sections individuelles. Immédiatement après leur sortie de la zone de coulée, les billets d'acier conservent des températures extrêmement élevées et sont transférés directement vers le laminoir à chaud. Là, chaque billet est introduite entre des rouleaux qui tournent en continu. À mesure qu'elle passe entre chaque paire, l'acier est comprimé et allongé dans le sens du mouvement. Ce processus se déroule en plusieurs étapes successives. À chaque étape, l'écart entre les rouleaux est progressivement réduit, ce qui rend l'acier plus mince et plus long après chaque passage. La haute température maintient le métal ductile, lui permettant de se déformer sans se fissurer ni se rompre. Tout au long de l'opération, la billette se déplace en continu à travers plusieurs cages de laminage. Des capteurs surveillent à l'épaisseur et la vitesse en temps réel pour s'assurer que le matériau respecte les spécifications requises. Si un écart est détecté, l'écartement des rouleaux est ajusté immédiatement. À la fin de la ligne de laminage, l'acier prend la forme de tôles uniformes ou de longues bobines. Au stade final, les bobines rougeoyantes sont collectées et transférées vers le processus de refroidissement et d'inspection qualité. Après avoir quitté la zone de coulée ou le laminoir, l'acier reste à des températures extrêmement élevées et n'est pas encore stabilisé en interne. Il passe immédiatement sous des jets d'eau à haute pression où une fine brume couvre la surface pour réduire rapidement la chaleur sans provoquer de choc thermique. Dans certaines installations, un refroidissement à l'air est également utilisé. De grands ventilateurs industriels abaissent progressivement la température du noyau interne. Ce refroidissement contrôlé garantit une dissipation uniforme de la chaleur, évitant fissures et déformations. Une fois stabilisé, l'acier passe à l'étape d'inspection. Des échantillons de chaque lot sont analysés à l'aide de spectromètres pour vérifier la composition chimique, tandis que des essais mécaniques mesurent la résistance à la traction et la dureté. Si un écart est constaté, le matériau est mis à part et peut être renvoyé au retraitement. Enfin, l'acier est coupé en longueurs standardisées, prêt à être utilisé dans la construction et la fabrication.
Après avoir satisfait aux normes de qualité et avoir été coupées à la bonne dimension, les sections métalliques sont étiquetées pour identification. Des informations telles que le type de métal et le lot de production sont clairement enregistrées afin d'assurer la traçabilité et une gestion efficace. Les matériaux sont ensuite empilés sur des palettes ou largés dans des conteneurs pour être transportés vers des usines de fabrication. Dans ces usines, les barres et blocs métalliques servent à produire une large gamme de produits, notamment des automobiles, des machines industrielles et des matériaux de construction. Dans certains cas, une partie du métal recyclé peut même retrouver le chemin de l'industrie aéronautique. Cela démontre qu'un avion ne disparaît pas réellement à la fin de sa vie utile. Il est transformé en nouvelle forme et continue à être utilisé dans un cycle de vie entièrement différent. D'une machine qui a autrefois volé pendant des milliers d'heures dans le ciel, un avion ne disparaît pas à la fin de son cycle de vie. Il est démonté, découpé, broyé, fondu et réintroduit sous forme de matériaux entièrement nouveaux. Chaque étape de ce processus n'est pas simplement une gestion de déchets, mais une reconstruction de valeur. Le métal est clairnié, contrôlé et renvoyé à la production avec une qualité constante, prête à être partie intégrante de nouveaux produits. Ce qui est remarquable, c'est que le cycle de vie du matériau ne s'arrête pas à un seul avion. Il peut continuer à exister dans une structure, une machine ou même un autre avion dans l'avenir. Ce n'est pas seulement du recyclage, c'est ainsi que l'industrie s'assure que les matériaux continuent à être utilisés plutôt qu'à gaspiller. Si vous souhaitez découvrir d'autres processus comme celui-ci, laissez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à Tout s'explique pour ne manquer aucun de nos prochains voyages industriels.